Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. Prenons le temps ensemble d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. Faisons-le d'abord avec notre invité du jour, Sébastien Meurant. Bienvenue, vous êtes sénateur LR du Val d'Oise, membre de la commission des finances. Vous allez réagir à différents sujets et vous reviendrez notamment sur le problème des quotas de logements sociaux imposés par la loi SRU. Certains maires ont beaucoup de difficultés à y répondre. Nous avons tourné votre sénateur à domicile à Auvers-sur-Oise dans votre circonscription. Reportage à suivre. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous ce soir, Samia Dechir. Bienvenue Samia. On reviendra avec vous sur un vote au Sénat qui a fait hurler ce week-end. Oui, relancer la réforme des retraites en pleine crise sanitaire, c'est une proposition très controversée et qui a été adoptée ce week-end au Sénat par la majorité sénatoriale. Le détail, c'est à suivre. Steve Jourdain est également avec nous ce soir. Bienvenue Steve. Vous reviendrez sur les discussions autour du PLFR 4. Alors dit comme ça, je fais un petit peu peur, mais en fait on parle simplement du budget de 2020 rectifié pour la 4e fois. La 4e et la dernière fois pour cette année 2020. La France, vous le savez, est confinée. Du coup, le gouvernement met de l'argent sur la table pour venir en aide à cette économie qui souffre. À tout à l'heure, Steve. Marie-Pierre Bourgeois fait aussi partie du club ce soir. Bienvenue Marie-Pierre. Les parlementaires veulent mieux traquer la fraude sociale. Bonjour Rebecca, on va parler fausses cartes d'identité et certificats de naissance falsifiés. À tout à l'heure, dans une demi-heure, notre grand débat. On va s'arrêter sur cet appel de 110 maires de villes populaires. Plus qu'un appel, c'est même un cri d'alarme sur la situation des quartiers défavorisés, peut-être plus touchés que les autres par les conséquences sanitaires, économiques et sociales de la crise Covid. L'angle mort du plan de relance, dénonce-t-il. Il demande 1 milliard d'euros issus de ce plan pour les territoires prioritaires. L'exécutif a-t-il sous-estimé la détresse de ces quartiers ? #ALPL si vous avez envie de réagir ce soir sur Twitter. Mais d'abord, les petits signaux qui font du bien. Ne boudons pas notre plaisir. Olivier Véran nous dit que le pic est peut-être passé et que nous reprenons le contrôle sur l'épidémie. La prudence reste évidemment de mise, mais la petite lueur d'espoir est là, celle d'un nouveau vaccin aussi. Les détails, c'est avec Flora Sauvage. Après Pfizer, c'est au tour de l'américain Moderna d'annoncer aujourd'hui que son vaccin contre le Covid-19 est efficace à 94,5%. Alors qu'en France, on note une légère amélioration sur le front sanitaire et que le pic épidémique semble derrière nous, le directeur général de l'OMS rappelle que le vaccin ne suffira pas à lui seul à vaincre la pandémie. Même prudence dans l'Hexagone chez les soignants. C'est un espoir, mais cet espoir, eh bien, il faut le traduire maintenant en actes. Ça va être compliqué de vacciner toute la population et donc il faut y travailler sérieusement. Nous ne pouvons pas nous permettre de rater la vaccination comme nous avons raté le déconfinement. Pour lutter contre le virus, qui a déjà fait plus de 44 000 morts, la France a pré-réservé 90 millions de doses de vaccins. Au total, ce sont 45 millions de personnes qui pourraient en bénéficier. À l'approche du mois de décembre, l'exécutif est confronté au casse-tête de Noël et ses habituels repas de famille, source de contamination. Le gouvernement avance sur une ligne de crête entre acceptation par la population des restrictions et mesures pour freiner l'épidémie. Le chemin est étroit. Pour pouvoir réouvrir plus largement et permettre à chacun de s'y retrouver, il faut aujourd'hui fermer, limiter les interactions sociales. C'est en train de marcher. Serrons les dents encore 15 jours et regardons au 1er décembre ce qui peut être réouvert. Cet après-midi, le Premier ministre Jean Castex a reçu par visioconférence les représentants des cultes après des manifestations de catholiques dimanche qui réclament la levée de l'interdiction des messes en public. Mais pour beaucoup, la vraie question qui se pose est celle de la réouverture des commerces non essentiels. Et allons plus loin avec vous, Sébastien Meurant, le virus qui commence à moins circuler. Merci le confinement, nous dit Olivier Véran. Vous êtes d'accord, les efforts des Français commencent à payer, vous vous en réjouissez ? On peut que se réjouir que la maladie touche moins de personnes, bien sûr. Par contre, le reste, que ce soit le fait des efforts du gouvernement, on a bien vu que ce déconfinement, reconfinement a été manqué et les Français ont besoin de comprendre les mesures qu'on leur impose. Vous avez entendu Philippe Juvin sur le vaccin. Nous ne pouvons pas nous permettre de rater la vaccination comme on a raté le déconfinement. Quelle doit être la politique vaccinale de la France, vu le contexte ? De vacciner les personnes qui sont les plus fragiles. Ça me paraît nécessaire. D'abord de préserver les vaccins. On me paraît d'une plus de 40 millions de doses. On est près de 67 millions d'euros, ça sera 67 millions d'habitants. Donc de privilégier les personnes qui sont peut-être les plus âgées, les plus sensibles aux grippes.
qui, je le rappelle, viennent année après année. Les virus, c'est pas d'aujourd'hui. Donc ce Covid-19 a été certainement maltraité depuis le début. Vous avez demandé à ce que nous portions des masques sur le plateau. Je pense que cette histoire de masques, cette histoire de tests, la difficulté de la France, c'est de ne pas avoir suffisamment eu de tests, après suffisamment de capacité à isoler et après à soigner. Et ce que ne dit pas le reportage, évidemment, c'est très court, sur les hôpitaux français et la difficulté du personnel soignant qui est en sous-nombre ou mal organisé depuis des années. Sur le vaccin, vous êtes pour le vaccin obligatoire ou pas ? Oui, si nécessaire, a dit Gérard Larcher hier sur RTL. Eh bien, ça me paraît une bonne... Parce que là, on entend parler de 94,5% d'efficacité. J'espère que pour les autres, il n'y aura pas de complications. Pour les vaccins, je ne suis pas ni médecin ni épidémiologiste, mais il y a plusieurs stades. Donc, ça serait un vaccin qui serait sorti très, très rapidement par rapport à ce que l'on vit. Donc, méfiance donc, en tout cas, si c'est obligatoire, oui, mais je n'ai pas l'habitude de me faire vacciner contre la grippe. Si ce n'est pas obligatoire, je n'irai pas. Voilà. Sébastien Meurant, on va continuer avec nos chroniqueurs. C'est l'heure du club. Samia Dechir, c'est avec vous qu'on commence ce club ce soir. On va revenir sur un vote du Sénat qui a fait scandale ce week-end. Il propose de repousser l'âge de départ à la retraite à 63 ans et ça ne passe pas, mais alors pas du tout. Oui, surtout auprès de la gauche, Rebecca, mais elle n'est pas majoritaire au Sénat. Donc cette proposition de relancer la réforme des retraites, eh bien, elle a été votée par la droite et le centre avec 200 voix pour sur 331 votants au total, donc assez largement. Ça s'est passé samedi. Les sénateurs, à ce moment-là, étaient en train d'examiner le budget de la sécurité sociale, ce qui est un texte assez conséquent. Et dans ce texte, eh bien, la droite a introduit un amendement qui prévoit, de relancer la conférence de financement. Vous savez, c'était cette concertation qui avait été lancée par Édouard Philippe à l'époque et dans laquelle les partenaires sociaux devaient trouver ensemble un accord pour arriver à un équilibre financier du système des retraites. Et s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, eh bien, l'amendement de la droite, il prévoit 2 mesures. D'abord, de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 63 ans dès 2025 et puis aussi de passer à 172 trimestres de cotisation nécessaires à partir de la génération née en 1965. Le gouvernement l'avait suspendue, cette réforme des retraites, notamment à cause de la crise Covid. Pourquoi vouloir la relancer maintenant ? Eh bien, parce que pour la droite, c'est justement la crise qui rend la réforme des retraites encore plus urgente à ses yeux, parce qu'elle va aggraver le déficit des régimes de retraite. On va jeter un coup d'œil aux chiffres. En 2019, ce déficit des retraites, il était de 1,9 milliard d'euros. Cette année, il va carrément plonger à plus de 25 milliards d'euros. Et même une fois passé l'effet de la crise due au Covid, eh bien, il devrait rester un déficit structurel de plus de 11 milliards d'euros en 2024. Ça, c'est d'après les projections du Conseil d'orientation des retraites. Donc, pour la droite, eh bien, on n'a tout simplement pas le choix. C'est ce qu'a défendu René-Paul Savary dans l'hémicycle. Il est le rapporteur de la branche vieillesse pour les Républicains au Sénat. Tout homme politique ou femme politique, de droite comme de gauche, ou au milieu, pour d'autres, sait très bien qu'il y aura des mesures à prendre, quoi. On ne peut pas cacher la vérité aux gens comme cela. Plus on prend des dispositions tardivement, plus lourde sera la note. Et donc, on l'a un peu dit au début, Samia, c'est une position qui n'est pas du tout partagée par la gauche. Ah non, pas du tout. Les communistes se sont carrément dit choqués par cette proposition de la droite. Les socialistes aussi, ils ont voté contre, bien sûr, parce que pour eux, l'urgence, eh bien, ce n'est pas de diviser le pays avec une réforme dont on sait déjà qu'elle est clivante, mais de le rassembler. Ce n'est donc tout simplement pas le moment, expliquait le sénateur Bernard Jomier samedi dans l'hémicycle. C'est ça le message que vous voulez adresser au pays ? C'est ça que vous voulez qu'on dise? C'est qu'au sortir de l'examen de cette loi de finances de la sécurité sociale, c'est pendant que le pays se débat dans une crise économique et sociale dramatique, le Sénat propose, fait voter sa réforme des retraites, allonge les durées de cotisation. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et je le dis donc, au-delà de nos désaccords de fond, je suis stupéfait de ce tempo politique.
Et le gouvernement, il en pense quoi? Samia, je disais que la réforme était suspendue, mais c'est vrai qu'elle n'est pas tout à fait enterrée non plus. Oui, mais pour l'instant, c'est une fin de non-recevoir, Rebecca. Même argument qu'à gauche, ce n'est pas le moment. L'urgence que doit gérer le gouvernement, c'est d'abord les conséquences de la crise bien avant la réforme des retraites. C'est ce que nous expliquait Emmanuelle Wargon, qui était l'invitée de Public Sénat ce matin. Et pour elle, vous allez voir, il est clair que une réforme des retraites maintenant, ça n'est même pas envisageable. Franchement, c'est de la pure provocation ce week-end, au milieu d'un PLFSS, le financement de la sécurité sociale. Dire entre deux amendements, entre la poire et le fromage, on règle le sujet des retraites, ça me paraît pas très responsable. Pour vous... Alors, si le gouvernement ne suit pas, ça n'ira pas plus loin, a priori. Non, et ça, la droite, elle le sait très bien. Cet amendement, au final, il va disparaître du texte. Le but, en fait, c'est de relancer le débat. C'est ce qu'on appelle un amendement d'appel ou alors un amendement de vérité, d'après les mots choisis par Gérard Larcher ce week-end, puisque le président du Sénat lui-même a reconnu que ce n'était pas vraiment le bon moment pour relancer la réforme des retraites. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire infuser ça dans le débat public, de préparer les esprits. D'ailleurs, la droite l'avait déjà fait lors de l'adoption du précédent budget de la sécurité sociale l'an dernier. Sébastien Meurant, vous êtes membre donc de la majorité sénatoriale. Vous avez vous-même voté cet amendement, comme la plupart de vos collègues. J'ai envie de vous demander si c'est vraiment le moment de lancer un tel débat maintenant, alors que vous savez que ça n'a aucune chance d'aboutir. Est-ce que ça ne risque pas d'aggraver les divisions dans une société française qui est déjà très clivée par ailleurs? Je crois qu'il y a d'autres urgences. Donc je partage votre opinion par rapport à ce que vous avez dit. Bon, c'était samedi, l'hémicycle était loin d'être plein puisque nous sommes au 4e plan de projet de loi de finances rectificatif. Là, c'était sur le projet de loi sur la sécurité sociale. Donc il y avait assez peu de personnes dans l'hémicycle. Les sénateurs ont voté en scrutin public, j'imagine. Donc je pense qu'effectivement, il faut avoir un langage de vérité, mais il y avait un tempo qui n'était pas forcément le bon, me semble-t-il. Vous voulez dire que vous n'êtes pas d'accord avec votre famille politique sur ce point qui a donc à la fois proposé et voté? Je dis qu'aujourd'hui, c'est un amendement d'appel, effectivement, qui n'a aucune chance de prospérer. Mais néanmoins, cette question du financement, elle est cruciale. Et il faudra la régler un jour. Aujourd'hui, ce qui semble prioritaire, c'est de régler la question sanitaire et régler la question après qui va avec. C'est de la mauvaise politique choisie par ce gouvernement pour gérer cette crise. C'est de laisser toutes les personnes qui peuvent travailler, travailler. Et si les gens travaillent, s'il y a moins de chômage, s'il y a un peu moins de décroissance, eh bien, on aura moins de problèmes de retraite. Donc la question, c'est toujours un ratio entre le nombre de personnes qui cotisent et le nombre de personnes en retraite. Il y a la question aussi des fraudes qui peuvent se poser. Mais aujourd'hui, me semble prioritaire, c'est de vaincre le Covid, de rassurer les Français sur cette question sanitaire, après de rassurer les Français sur que l'économie recommence à fonctionner, de rassurer tous les entrepreneurs, tous les tous les commerçants, toutes les PME, artisans, les indépendants, tous les artisans PME. Et voilà, on s'attellera au régime des retraites après. Exactement. Je pense cela. Steve Jourdain, on va continuer avec vous. On vous retrouve en salle des conférences et donc vous avez suivi pour nous et avec nous toute l'après-midi sur l'antenne de Public Sénat les discussions autour du budget 2020 rectifié. Pour la 4e fois, qu'est-ce qu'il faut retenir des échanges dans l'hémicycle? Un chiffre, Rebecca, 20 milliards d'euros. C'est la somme décidée par le gouvernement pour maintenir à flot cette économie qui souffre en cette période de confinement. 20 milliards d'euros, donc, c'est le projet de gouvernement. Il faut préciser que c'est le 4e budget rectificatif pour cette année 2020. C'est un budget de crise, un nouveau budget pour un nouveau contexte. Ce nouveau contexte, vous le savez, c'est bien la France sous confinement. La France sous confinement, c'est une économie qui souffre. Du coup, le gouvernement a dû revoir à la baisse ses prévisions économiques. Écoutez. Comme vous le constatez aussi, la fin de gestion de cette année prend une forme particulière, pour ne pas dire extraordinaire, avec la nécessité de recharger les dispositifs d'urgence pour faire face à l'évolution de la pandémie et financer de nouvelles mesures de soutien. Notre responsabilité est de permettre le financement de ces dispositifs de soutien aux entreprises et aux Français et de tenir compte de la reprise épidémique à laquelle nous faisons face. Le contexte macroéconomique pour la fin de l'année 2020 est donc bouleversé par la seconde vague épidémique et en conséquence, il dégrade les prévisions de finances publiques que nous avions faites pour l'année 2020 au moment de la présentation devant le Conseil des ministres du projet de loi de finances pour l'année 2021.
Voilà, il y a plusieurs mesures importantes dans ce texte. Un texte qui se base sur un confinement qui pourrait s'étirer, Rebecca, jusqu'à la fin du mois de décembre. L'objectif principal du gouvernement, c'est de donner un peu d'oxygène aux entreprises et aux petits commerçants. Trop peu d'oxygène, malheureusement, pour certains sénateurs de droite. Je vous propose d'écouter le rapporteur de la Commission des finances. Nous avons été saisis de cas concrets qui montrent qu'un certain nombre de commerçants, de travailleurs indépendants, d'entrepreneurs ne sont pas ou pas suffisamment soutenus. Ils subissent par exemple une baisse de chiffre d'affaires importante, mais sans pouvoir bénéficier de l'aide maximale de 10 000 € parce qu'ils ne sont pas fermés administrativement et ou n'entrent pas dans les secteurs que vous avez identifiés comme particulièrement affectés. Nous en sommes arrivés à la conclusion selon laquelle il convient de prévoir pour eux, au-delà de l'aide de 1 500 €, un renforcement du Fonds de solidarité afin de tenir compte des charges fixes de ces structures. Insuffisant pour certains sénateurs à droite. À gauche, ce qu'on reproche, c'est l'absence de mesures réellement sociales. Sur les 20 milliards d'euros, seul 1 milliard est prévu pour venir en aide aux plus précaires. C'est beaucoup trop peu pour Sophie Tallier-Polian. Écoutez. 20 milliards d'argent supplémentaire, d'argent magique, diront certains, pour soutenir l'économie. Et ce sont des mesures utiles qui sont financées ici, nécessaires, pour atténuer la violence du choc économique que nous subissons. Cependant, cela est insuffisant à plusieurs niveaux. Les manques sont en effet criants. Ce PLFR n'est pas à la hauteur pour la culture, pour les petits commerces, alors que les géants de la distribution, les hypermarchés, la vente en ligne sont les grands gagnants de la crise. Vous ne leur demandez rien. Voilà, c'est Sébastien Meurant, vous êtes d'accord avec Sophie Tallier-Polian? C'est un texte qui n'est clairement pas à la hauteur en matière sociale. Quand même, c'est inédit. L'État subventionne, on parle d'argent magique comme jamais ça ne s'est fait. Mais c'est aussi le fruit d'une politique. Quand on regarde les chiffres, moins 11% de croissance, moins 11% de déficit, 120% de dette sur PIB. Regardons ce que font les autres et regardons plutôt devant que derrière. L'Allemagne est à moins 5% de croissance. On va être plus de 2 fois cela. La moyenne européenne va être à 7,5%. On va être à 11%. Donc nous sommes à la fin de l'année et la politique menée de confinement généralisé, sans discernement. Je me demande combien ils sont à Bercy ou auprès du Premier ministre pour avoir choisi de fermer les librairies, de laisser les grandes surfaces ouvertes et après d'enrubaliser les rayons livres. Il y a tout un tas d'activités qui auraient pu continuer à fonctionner et qui n'auraient pas eu besoin de l'aide de l'État. Et en général, les indépendants, les commerçants, les PME ne veulent pas de l'aide de l'État, essayent de vivre de leur travail. C'est le travail qui crée la richesse, c'est le travail qui permet de payer les retraites. Donc là, il y a une mauvaise politique dès le départ. Parce que dès le départ, on a choisi d'ignorer la gravité de la situation, sur le fait qu'on n'avait pas suffisamment de masques, on a choisi de cacher la réalité aux Français. Donc là, l'État dépense de l'argent qu'il faudra rembourser un jour. Et c'est là où c'est dramatique parce qu'on ne le dit pas. Et combien de personnes seront capables de rembourser par le fruit de leur travail? Et un dernier point, c'est tout ce qui est associatif, puisque Sophie en parle, tout ce qui est culturel et sportif. Et là, ça rejoint le domaine de la santé, d'avoir mis à l'arrêt, il y a à peu près 1 salarié sur 10 qui relève du secteur culturel et sportif. Donc ça, ce sont des associations qui ne vont pas redémarrer ou qui vont avoir beaucoup de mal à survivre. Et là, c'est effectivement dramatique. Et évidemment, à ce titre-là, les aides de l'État ne seront jamais suffisantes, puisque les aides ne compensent pas, la plupart du temps, et tous autour de nous, nous avons des activités à l'arrêt, le chiffre d'affaires perdu et les salaires à verser auprès des salariés. Marie-Pierre Bourgeois, on va continuer avec vous. Alors vous êtes intéressée à la lutte contre la fraude sociale, qui est un autre volet du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Oui, Rebecca, les chiffres autour des fraudes aux prestations sociales se sont multipliés ces dernières années, avec des montants parfois très fantaisistes. Au Sénat, c'est pas moins de 3 rapports qui se sont succédés sur le sujet ces dernières années. Le dernier en date, c'est celui de la sénatrice Nathalie Goulet et de la députée Carole Grandjean. Ce travail a estimé d'ailleurs qu'il était difficile de mesurer le coût réel de la fraude, parce que par nature, c'est de la fraude, c'est difficile de savoir vraiment combien ça coûte. On peut malgré tout se baser sur un chiffre, c'est celui de la Cour des comptes. La Cour des comptes a parlé d'1,5
milliards d'euros de préjudice pour les organismes sociaux en 2019. Des chiffres donc qui font débat, on l'a compris, en tout cas qui ne sont pas tout à fait clairs ou exhaustifs, mais ça reste de l'argent à récupérer pour l'État. Et oui, les sénateurs d'ailleurs ont saisi l'occasion pour tenter d'avancer leur bille lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS, à commencer d'ailleurs par la sénatrice centriste dont on parlait, Nathalie Goulet. Elle ici, c'est vraiment l'une des spécialistes de la lutte contre la fraude sociale. Écoutez-la, c'était samedi dans l'hémicycle. Lors de la demande de carte nationale d'identité, les usagers présentent un certificat de naissance. Ce certificat de naissance peut être vérifié par les agents, par les agents de mairie via le logiciel Comedex, qui est facultatif pour les mairies, car très onéreux. Parce qu'ici, il faut vérifier l'identité, en plus, il faut payer. Les agents de mairie ont donc toute l'attitude de contacter ou non la mairie qui a établi le certificat. Si l'agent de mairie ne s'assure pas de l'authenticité du certificat de naissance, le demandeur peut se retrouver avec une vraie carte d'identité, mais avec une identité frauduleuse. Alors une solution s'impose pour la sénatrice. Si on veut vérifier que les cartes d'identité sont bien délivrées dans le respect de la loi, il faudrait fusionner le répertoire des bénéficiaires de la CAF avec celui des numéros de sécurité sociale. Ça permettrait de vérifier l'existence juridique des personnes qui demandent ces cartes d'identité. Alors voici ce que Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, a répondu à Nathalie Goulet. Écoutez. Effectivement, tout n'est pas satisfait, il y a des choses à améliorer, mais pour autant, il y a aussi des dispositifs qui existent actuellement. Alors vous en doutez, Rebecca et Monsieur Morand, évidemment la réponse elle n'a pas vraiment convaincu ici sur les bancs du Sénat. Le rapporteur général de la Commission des affaires sociales, Jean-Marie Vanlerenberghe, a répondu assez franchement à la ministre. Franchement, c'est jamais possible. Il faut savoir, si on veut lutter contre la fraude, il faut s'en donner les moyens. Je vois les efforts qui ont été faits. Les caisses d'allocation familiale, et le CNAV, tout ça, ont travaillé sérieusement pour améliorer effectivement et lutter contre la fraude. Mais je crois qu'il faut s'en donner les moyens complets. Ce n'est pas seulement avec des circulaires, etc., qu'on y arrivera. C'est ma conviction. Voilà, et le message est clair. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels les sénateurs et le gouvernement ont quand même réussi à se mettre d'accord? Oui, et notamment sur le recouvrement des fraudes. Aujourd'hui, en cas de trop perçu, par exemple, la Sécurité sociale et la CAF n'ont que 2 ans pour demander à l'allocataire concerné de les rembourser. Jean-Marie Vanlerenberghe demandait à ce que ce délai soit repoussé à 5 ans. L'amendement a été accepté par le gouvernement. Sébastien Meurant, est-ce que pour vous, la lutte contre les prestations sociales qu'on ne devrait pas toucher, c'est vraiment une priorité aujourd'hui en pleine crise sanitaire? Évidemment. Et les rapports s'empilent. Et la Cour des comptes, les rapports parlementaires, vous n'avez pas cité, on parlait des retraites tout à l'heure. Il y a un rapport de 2017 sur les centenaires retraités frauduleux. À l'étranger notamment. À l'étranger notamment, algériens, marocains, portugais, les 3 premières destinations, chiffrés par la Cour à plus de 200 millions d'euros. Quand même pas très compliqué de demander une preuve de vie lorsque la personne a dépassé un certain nombre d'années. Est-ce que vous avez entendu parler quelque chose là récemment? Rien du tout. Alors, pourquoi c'est pas fait d'après vous? Il y a un manque de volonté politique? Il y a quelque chose clairement un manque de volonté politique. C'est quand on parle fraude sociale, certains s'imaginent, et c'est complètement scandaleux, que c'est une fraude de pauvres. Alors que ce n'est pas du tout ça. La plupart des pauvres sont honnêtes. Il y a des rapports de Charles Pratt, il y a de multiples rapports parlementaires. Et là, je vous renvoie sur un rapport de collègues parlementaires En Marche et LR à l'Assemblée nationale sur le 93, Cornu-Gentil, la question du nombre d'habitants, la question de dénombrer le nombre d'habitants. Et là, c'est dans ce rapport parlementaire qui date de 2018. 100, 150 000, voire 400 000 prêts. C'est un rapport parlementaire. Après avoir écouté les services de l'État, on ne sait pas à 400 000 prêts combien il y a de personnes dans le 93. Quelles sont les actions? Les fraudes à la carte d'identité, ce qui est effectivement dénoncé par Nathalie Goulet. Mais évidemment, c'est une fraude qui existe massivement dans la mesure où ça permet de détourner toutes les aides sociales. Et la Cour des comptes a reconnu qu'il y avait 75 millions de personnes qui touchaient une prestation sociale. Nous sommes à peu près 67 millions. Mais quand la gauche vous dit, avant de s'occuper de la fraude sociale, occupons-nous de la fraude fiscale, parce que là, on parle de dizaines de milliards d'euros. Qu'est-ce que vous répondez? Il faut s'occuper de toutes les fraudes. Aujourd'hui, plus que jamais, s'occuper de toutes les fraudes. Mais là, la fraude sociale, c'est aussi des dizaines de milliards d'euros et pas 1 milliard d'euros. Simplement, quand ne serait-ce que le chiffre, 75 millions de prestations sociales touchées et 67 millions. Solution de la biométrie, évidemment qu'il faut le faire. C'est pas compliqué. En plus, technologiquement, on a les entreprises capables de le faire. Il faudrait avoir un enregistrement pour toucher toutes les prestations sociales. L'État fonctionne encore en silo. Les organismes ne se parlent pas les uns les autres.
et dans tous les domaines. Et ça, c'est dramatique. Les administrations fonctionnent chacune dans leur silo en tuyau d'orgue. Donc là-dessus, la révolution, la réforme de l'État, elle n'est pas engagée. Il n'y a pas de volonté politique de l'engager. C'est un manque de courage, tout simplement. Et on va parler d'un sujet qui vous tient à cœur. C'est le moment d'aller chez vous, dans votre circonscription. C'est l'heure de sénateur à domicile. Sébastien Meurant, nous sommes allés dans le Val d'Oise pour un reportage autour de la loi SRU, loi Solidarité et Renouvellement Urbain. Le texte va avoir 20 ans, là, en décembre, et il impose aux villes de construire un minimum de logements sociaux sous peine d'amende. Alors certains sont dans les clous, et puis d'autres pas du tout, et payent de lourdes pénalités. C'est le cas d'Auvers-sur-Oise, où s'est rendu Hugo Lemonnier. Reportage. Auvers-sur-Oise, très connu pour avoir accueilli Van Gogh à la fin de sa vie, est beaucoup moins réputé pour ses logements sociaux. La ville en compte 7,96%, très loin du quota de 20% fixé par la loi. Moi, ça ne me gêne pas de faire des logements sociaux. Le problème d'Auvers, c'est que nous sommes classés en site patrimonial remarquable et sous le contrôle de l'architecte des bâtiments de France. Donc nous avons des restrictions architecturales de par l'aspect esthétique. Donc ça, effectivement, c'est une contrainte supplémentaire pour la ville. Des contraintes qui n'empêchent pas la municipalité de payer 340 000 € d'amende à l'État chaque année depuis 2017. Et ce, alors même que des projets se trouvent à l'arrêt, comme celui-ci, dont le permis de construire serait bloqué, selon la maire, par l'architecte des bâtiments de France. Nous avons actuellement 52 logements sociaux bloqués. Le plus ancien est donc celui qui est derrière moi, qui a été acheté par un bailleur social en 2006. Mais ce qui n'empêche pas tout de même que la ville d'Auvers soit pénalisée. Et je trouve que c'est une injustice parce qu'un bâtiment comme celui-ci, abandonné depuis 14 ans, et ce n'est pas normal que ce soit la ville d'Auvers qui paye pour un projet qui est bloqué. Voilà, pour moi c'est une injustice. À partir de 2025, la loi obligera les villes à compter 25% de logements sociaux. Pour Auvers-sur-Oise, cela représenterait 488 appartements à construire en 5 ans. Mais depuis le début de sa mandature en 2014, la maire n'en a construit aucun. Une provocation selon l'opposition. C'est de sa faute entièrement parce que du jour où Mme Mézières est arrivée, elle a dit non aux logements sociaux. Elle a été relancée par la préfecture en disant mais où en sont les logements sociaux? Elle n'a jamais donné de suite à ces avertissements-là. Du coup, un mandat, ça nous coûte 2 millions d'euros. Et la ville est loin d'être la seule à enfreindre la loi dans le Val d'Oise. Fred-sur-Seine, Nesles-la-Vallée ou encore Montlignon, Auvers-sur-Oise compte parmi les plus mauvais élèves du département, un manque de logement qui n'est pas sans conséquences. Ah, bonjour Madame Amina. Vous allez bien? Ça va? Jaria et son fils ont emménagé dans ce petit studio cet été. Une première étape pour cette mère célibataire à la recherche d'un HLM. En fait, là, comme vous voyez, il y a mon lit, le lit de mon fils. À un moment donné, il aura peut-être 3 ans, il ne va pas pouvoir dormir sur ce lit-là. Donc, à long terme, j'aimerais avoir aussi une grande maison. Mais cet établissement dédié à l'insertion sociale se transforme trop souvent en salle d'attente pour les familles en demande d'un logement social. Parfois, les gens sont prêts et n'ont pas la possibilité, justement par manque de logement, de pouvoir accéder à ces logements-là. Donc pour nous, on sait que c'est un vrai souci d'engorgement des dispositifs qu'on a, parce qu'à la fois, les gens restent dans ces dispositifs, alors que potentiellement, ils auraient vocation à aller vers d'autres types de logements de droit commun, et ils sont aujourd'hui ici. Donc ce qui nous empêche à la fois de répondre à d'autres problématiques et à d'autres familles, et que ces gens-là pourraient tout à fait bénéficier des logements sociaux. En Ile-de-France, plus de 720 000 ménages sont aujourd'hui en attente d'un logement social. Une demande en hausse de 5% en 2 ans. Sébastien Meurant, il y a quelque chose qui tourne pas rond avec cette loi SRU, où il y a aussi un problème de volonté politique de certains maires. Alors, la première chose, c'est que, évidemment, ça ne tourne pas rond. Parce que ça fait une loi qui a été votée depuis 20 ans. Une loi pleine de bonnes intentions. Sauf qu'une loi qui ne se confronte pas à la réalité. La ville d'Auvers, là, je voudrais quand même donc défendre la maire qui est attaquée par l'opposition. Alors, elle est maire depuis 2014. L'opposition de gauche avait la ville d'Auvers depuis plusieurs décennies. Donc, que dont-il fait avant, ces gens-là? Le problème d'Auvers, c'est qu'il y a moins de 1% de la surface qui est constructible aujourd'hui, parce qu'il y a effectivement les bâtiments de France, qui est à l'Oise, qui a effectivement une ville qui est déjà construite. Donc,
on doit faire des lois en fonction des réalités. Et là, vous avez cité d'autres villes, comme La Frette, qui est au bord de la Seine, qui est à flanc de coteau. Et cette loi impose, et ce n'est pas 20%, c'est 25% aujourd'hui, sur le stock de logements. Et on ne construit pas du logement en claquant des droits. Et effectivement... C'est vrai qu'il y a certains maires qui freinent des cas de fer aussi. Ils n'ont pas envie d'avoir des logements sur leur commune. Ça existe. Ça existe de moins en moins. Parce qu'en fait, mettez-vous à la place d'un maire. Pourquoi on construit ? C'est d'abord pour loger, quand la population s'agrandit, ce qui est le cas de la France, le vieillissement de la population. Donc on a besoin de logements adaptés. Les divorces, malheureusement, la décohabitation et l'immigration en Ile-de-France. Quand on accueille près de 500 000 personnes tous les ans, c'est récemment, et bien évidemment, il faut trouver des logements. Et ça, il faut le dire aussi. Donc cette loi, elle est pensée de manière idéologique. Vous vous rendez compte ? Construire 25% de logements sociaux en fonction du stock. Elle est mal construite aussi dans la mesure où qu'est-ce qui détermine un logement social ? C'est le financement. Ce qui devrait déterminer le logement social, c'est la personne, les ressources de la personne qui est dedans. Ce n'est pas le financement. Après, c'est une loi qui, évidemment, comme toutes les lois, sur le terrain, les gens peuvent attaquer les permis de construire. Quand vous avez à côté de chez vous un immeuble qui pousse, surtout à fortiori du logement social, en général, souvent c'est attaqué. Ça demande une énergie folle. J'ai été maire pendant plus de 10 ans. Je peux vous dire que entre la théorie et la pratique, et c'est là où le gouvernement est complètement déconnecté de la réalité, puisque pour faire du logement social, exemple, je peux en prendre des dizaines, logement social, une cinquantaine de logements, 7 ans, et encore le permis n'est pas attaqué. Donc cette loi est mal pensée, et après effectivement il peut y avoir de la mauvaise volonté, mais c'est surtout pas aujourd'hui ce qui est choquant, c'est que lorsqu'on ne peut pas faire là, Auvers-sur-Oise, c'est un des exemples, et bien lorsque vous êtes sur le plan d'exposition, vous ne pouvez pas construire. Et Duralex et Delex, malgré tout, l'État considère, et là l'État, c'est un véritable hold-up qu'il fait sur les contribuables locaux pour, effectivement, ce sont des amendes. Parce que les amendements, et d'ailleurs l'État a été condamné à plusieurs reprises. Donc ce qui se passe, si cette loi était intelligente, avait du sens depuis 20 ans, eh bien, ça ne poserait plus de problème. Parce qu'évidemment, il y a besoin de logement. Et cette politique du logement, elle est très mauvaise. La fiscalité en France est bien supérieure à ce qu'on trouvait dans d'autres pays. Et là, c'est un débat que je pensais pouvoir développer beaucoup plus, parce qu'il y a des possibilités d'améliorer les choses. Et on aura l'occasion de le faire, je vous promets, sur ce plateau. Parfait. On vous invitera pour l'occasion. Merci infiniment, Sébastien Meurant, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à nos 3 chroniqueurs. Merci Marie-Pierre. LPL continue avec notre grand débat. On vient sur l'appel des 110 maires des villes prioritaires. Un appel à Emmanuel Macron. Ils disent être les grands oubliés du plan de relance, alors qu'ils font partie de ceux où la détresse sanitaire, économique et sociale